Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du vécu des enfants de pervers narcissiques et du phénomène de dissociation, comment s'en libérer progressivement. Donc la dissociation apparaît comme un mécanisme de protection du corps, des fonctions vitales, suite à des agressions répétées, et c'est bien ce qui est le cas dans le vécu des enfants de pervers narcissiques, c'est qu'ils sont l'objet d'agressions violentes dans leur enfance, de façon répétée. On parle de harcèlement moral dans le cas du comportement d'un parent pervers narcissique vis-à-vis de ses enfants. Et ce harcèlement moral, eh bien, il va se traduire par des atteintes à la dignité des enfants et donc des humiliations, toutes sortes de violences qui, à la longue, amènent la victime à se figer de terreur, et donc ce figement peut amener à la dissociation. Donc le figement est la conséquence de l'afflux d'hormones du stress dans le corps, et donc ces hormones du stress donnent l'information au corps qu'il est en danger. Face au danger, eh bien, le cerveau reptilien est activé et les comportements de survie se mettent en route: combattre, fuir, se figer, appeler à l'aide et se soumettre. Et dans le cas de harcèlement moral chez un enfant victime, eh bien, ce qui s'installe, c'est le figement principalement, et donc cet effet de sidération qui est présent face à l'emprise d'un parent pervers narcissique. Donc les hormones du stress donnent la perception au corps qu'il est en danger, et donc c'est un phénomène de repli qu'on observe chez ces enfants, un repli qui s'accompagne d'inhibition, une procrastination passive, un isolement, et donc une difficulté finalement à entrer en lien, de la honte, de la culpabilité, de la tristesse, une peur paralysante, une perte d'espoir et un sentiment de solitude. Et au niveau de la pensée, ça peut s'accompagner d'un sentiment d'être nul, pas important, pas intéressant, le sentiment que c'est trop dur, que on ne va pas y arriver, le sentiment donc de l'impuissance, impuissance apprise, et de n'être jamais assez. Au niveau physique, ça s'accompagne de sensations pénibles, lourdeur, perte de concentration, de mémoire, boule au ventre, boule à la gorge, douleur, froid dans le corps, manque d'énergie à force d'être sous stress, et une respiration quasi inexistante. Donc à un moment donné, le cerveau protège le corps, protège les fonctions vitales d'une mort imminente, parce qu'on remarque que quand il y a trop d'agression, trop de stress, eh bien le corps à un moment donné peut vivre un AVC, une crise cardiaque, et donc pour éviter ça, il y a une coupure avec le corps et des mécanismes de défense qui se mettent en place. Donc la victime finalement est coupée du corps et vit dans sa tête. Elle n'a plus l'appui du corps pour se sécuriser, s'ancrer dans la réalité, et donc on peut voir la victime qui fuit dans l'imaginaire, qui se replie et qui est enfermée dans sa prison mentale avec des pensées négatives sur soi, sur le monde, torturée par ses pensées et aussi par finalement l'environnement familial. Donc la tête fonctionne séparée du corps sur la base de ce modèle parental, donc qui est violent, intrusif, dominateur, intimidant. Et donc cette emprise destructrice, eh bien, elle empêche finalement l'enfant de se différencier, d'avoir une pensée propre, de pouvoir s'exprimer avec cette pensée propre. L'enfant est réduit à l'état de robot et il est obligé finalement de se conformer, de se soumettre, et donc d'accepter les comportements intrusifs du parent agresseur. Donc intrusion dans son psychisme, le parent pervers narcissique prend la place du moi de l'enfant, et l'enfant finalement est obligé de se soumettre, ou en tout cas de paraître se soumettre à sa domination.
Et donc parfois l'intrusion est telle qu'il peut en arriver à une mort psychique. Et là, dans ce cas-là, l'enfant semble éteint et incapable de réfléchir, de prendre distance, de s'affirmer. Et il n'a plus d'énergie, il est comme vidé de l'intérieur. Cette mort psychique, elle est vraiment la conséquence de ces agressions violentes répétées. Et donc, il est d'autant plus difficile d'échapper à cette emprise pour les enfants de pervers narcissiques que le comportement des parents pervers narcissiques est valorisé socialement. Par exemple, je pense à une de mes patientes qui avait un père qui fonctionnait sur ce modèle violent et séducteur, mais qui était valorisé socialement puisqu'il donnait l'apparence d'avoir de hautes valeurs morales et donc il donnait des conférences sur les violences intrafamiliales, il présentait ces conférences dans des organismes caritatifs, dans des organismes avec de hautes valeurs morales, alors qu'en réalité, à la maison, il était violent, destructeur avec ses enfants. Et donc, l'enfant n'a pas de repère finalement en grandissant dans un milieu comme ça. Et c'est ça qui lui donne des difficultés à se construire une identité. Et la dissociation peut aller jusqu'à la dissociation structurelle de l'identité. Dans ce cas, finalement, l'enfant a une partie adaptée en apparence. Mais derrière cela, il y a des mécanismes de protection émotionnelle qui prennent le dessus, qui éradiquent la souffrance et qui finalement empêche l'accès aux émotions, l'accès aux besoins pour survivre. Et donc ces comportements de protection émotionnelle peuvent avoir des effets délétères, hein. Par exemple, si le figement persiste, ben, finalement il y a une soumission qui entraîne des effets nocifs pour le comportement social, hein. Donc la personne est manipulable, elle est dans le retrait et donc il y a le phénomène de répétition, hein, qui apparaît quand la victime est dans l'impuissance apprise. Mais finalement, c'est possible de sortir de cet état dissociatif par l'observation. Donc en étant adulte, on peut prendre conscience de ce phénomène dissociatif et observer ces parties de soi qui sont dans la survie. Et donc, il est très important d'être dans la bienveillance vis-à-vis de ces parties de soi qui peuvent avoir des comportements nocifs, parce que ces mécanismes de survie ont été présents au moment du traumatisme et étaient la seule façon de survivre, de se couper de ses fonctions vitales pour protéger le corps. Malheureusement, les effets nocifs de ces comportements de survie, eh bien, c'est important de les stopper, d'abord en remerciant ces parties de soi qui nous ont aidés à survivre, et puis en dialoguant avec elles pour les aider à prendre conscience qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, si l'enfant a pris du recul et est devenu adulte, il peut aller chercher des ressources pour se sécuriser, pour retrouver une estime de soi, pour retrouver la capacité finalement à satisfaire ses besoins et à être à l'écoute de soi, donc à l'écoute à la fois des émotions, des besoins et de ses limites. Donc ça c'est possible à l'âge adulte, de prendre du recul par rapport à ces modèles violents, prendre conscience que ce n'est pas normal, qu'il y a d'autres modèles de comportement parental, aussi bien par rapport à soi-même finalement, que par rapport à des enfants. Et donc, c'est possible d'installer à la fois l'observateur à l'intérieur de soi et d'arriver à se sécuriser, donc aussi bien au niveau psychologique qu'au niveau physique. Et donc, par exemple, recourir à des outils comme la cohérence cardiaque qui permettent à la respiration de ralentir avec un expire plus long que l'inspire, le système nerveux s'apaise et si le système nerveux s'apaise, on a plus de capacité à prendre du recul, à réguler les émotions, à observer ce qui se passe en soi et donc finalement à être à l'écoute de soi, de ses émotions et de ses besoins.
ça, c'est pour la respiration. Alors, on a d'autres outils d'apaisement qui sont vraiment au niveau physique, apaiser le système nerveux, par exemple, avec la respiration, d'une huile essentielle apaisante, la marche à l'extérieur, en pleine nature, le repos, parce que si on a été épuisé par des années d'emprise, eh bien, le corps a surtout besoin de repos et s'autoriser ce repos est essentiel. Donc toutes les sources d'apaisement et de bien-être sont les bienvenues pour renforcer cet adulte en soi qui va alors pouvoir dialoguer avec les parties de soi et rassurer les peurs. Donc chaque partie en état de survie, au fond, lutte contre la souffrance, lutte contre des peurs. La victime, aussi bien l'enfant d'un pervers narcissique qu'une personne qui est dans un état de survie, eh bien, elle a des peurs, une insécurité. Rencontrer ces peurs est essentiel pour arriver à finalement apaiser la partie qui est en état de survie, lui faire prendre conscience que dans le présent, elle peut se libérer de ses peurs et recourir alors à des ressources de bien-être, d'apaisement. Mais bien sûr, il y a aussi une dissociation qu'on peut observer de façon collective dans notre société, puisque cette société d'aujourd'hui encourage finalement la dissociation avec une exigence de performance, l'exigence d'être le meilleur, l'exigence finalement de toujours être plus et donc de n'être pas assez. Et donc là, ces mécanismes dissociatifs peuvent se mettre en place à la longue, parce que pour s'adapter à une telle société, il y a un moment où on est amené à nier ses besoins, ses émotions, et ça peut être vraiment délétère à la longue, hein. Donc on peut observer le nombre de burn-out croissant dans notre société qui n'encourage pas du tout la connexion au corps, aux émotions, aux besoins, et l'écoute finalement de ses limites. Donc en n'écoutant pas ses limites, l'individu finalement finit par s'épuiser, et c'est cet épuisement qu'on observe dans le burn-out à force de négliger les limites du corps. Donc la coupure du corps et de l'esprit est très fréquente chez bon nombre de personnes, et donc elle est encouragée aussi par cette société de la consommation qui finalement, en consommant, anesthésie les peurs, anesthésie la souffrance pour encore plus agir, et cette perte de connexion à soi dans l'action, elle peut entraîner évidemment des comportements de survie, de dissociation. Et c'est très important de repérer cette anesthésie du corps qui est aussi délétère. On pense aussi par exemple à l'anesthésie par la dépendance à des produits, à des écrans, au sport, au travail. Toutes ces dépendance à l'autre aussi, à travers des comportements de fusion destructrice, dépendance ou codépendance, étant encouragée par la société d'aujourd'hui. Et ça ne permet pas finalement à la personne de se recentrer, d'être à l'écoute de soi, et donc finalement d'être à l'écoute de ce qui fait du bien pour elle. Donc la personne qui n'est plus à l'écoute de ses besoins, elle se perd dans ses relations, elle se perd dans des dépendances, et c'est tout à fait délétère pour elle. Donc c'est très important dans la relation avec soi-même de finalement faire un retour à soi pour être à l'écoute de ce qui fait plaisir, de ce qui fait du bien, parce que c'est à travers cette capacité à satisfaire ses besoins, à se faire plaisir et à savoir ce qui nous épanouit, que nous pouvons à nouveau être connectés au corps et à satisfaire nos besoins. Et dans cette connexion au corps, eh bien, nous sommes moins manipulables, nous pouvons mieux poser nos limites, car nous avons retrouvé de l'énergie. Si le corps s'épuise, on n'a plus l'énergie de poser ses limites. Donc la dissociation, elle peut évidemment aussi apparaître à force
d'écouter tout ce qui, dans notre environnement, peut nous faire peur. Et cette société d'aujourd'hui, elle nous fait peur. Et ça, c'est tout à fait délétère aussi. Quand nous sommes assaillis d'informations négatives qui nous font peur, nous pouvons être dans un tel état d'insécurité que nous sommes amenés finalement à nous couper du corps. Donc, c'est très important de bien être attentif à ce qui nous apaise au quotidien. Et donc, ça demande finalement une plus grande attention à notre intériorité, à prendre du temps pour soi, du temps pour nous apaiser. Et c'est particulièrement vrai, évidemment, pour les enfants de pervers narcissiques qui ont vécu des années dans leur enfance, coupés d'eux-mêmes, coupés de leurs émotions et de leurs besoins, et donc de la source même de l'énergie en eux qui leur permet à l'âge adulte de poser ses limites, de poser les limites et donc de retrouver un sentiment d'exister, d'être soi-même. Et c'est en étant soi-même qu'on peut davantage résister à la manipulation, à l'emprise parentale. Si vous voulez en savoir plus sur les états dissociatifs, le vécu des victimes de pervers narcissiques, j'ai écrit un livre, Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme, aux éditions Ellipse, paru en avril 2022, où j'explique justement le vécu des enfants de pervers narcissiques, leur état dissociatif, la dissociation structurelle de l'identité, comment le MDR, le travail sur les états du moi, les états dissociatifs, est possible pour aider la personne en état dissociatif ou ayant une dissociation structurelle de l'identité à progressivement reconnecter avec les parties de soi, dialoguer avec ces parties, reconstruire un adulte, avoir des ressources pour le reconstruire et ainsi finalement retrouver une unité intérieure, cette unité qui est essentielle pour être soi, qui permet de s'épanouir et de retrouver sa place dans la société, sa place dans son environnement, peut-être pas familial si on est enfant de pervers narcissique, car finalement le parent pervers narcissique ne donne pas de place à l'autre, mais au moins de trouver une place dans un environnement bienveillant, à l'écoute de nos besoins. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.